Et à la une ce soir, les vacances de la Toussaint pourraient être réduites à une semaine. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a évoqué. Il a également annoncé une augmentation du budget alloué à l'éducation nationale. Vous l'entendrez dans un instant. L'école déstabilisée par l'arrêt des contrats aidés. Des milliers de postes sont menacés sur l'ensemble du territoire national. Que représente-t-il chez nous? En quoi ces contrats aidés sont-ils nécessaires tant dans le privé que dans le public? Les explications de Karen Diamin sont à venir. Et les habitants de Caféière à Saint-Claude s'interrogent. Certains regrettent que leur quartier ait été laissé à l'abandon dans le cadre de l'opération de fleurissement décidée par la municipalité. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et viré à la plage et dernière tempête à la rivière, nous sommes entrés dans la dernière semaine des grandes vacances. La vie professionnelle reprendra tous ses droits la semaine prochaine, mais beaucoup d'entre vous profitent de ces derniers jours pleinement. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé une hausse du budget de l'Éducation nationale pour 2018 hier. Une déclaration inattendue. Le président Emmanuel Macron avait, je vous le rappelle, annoncé en juillet dernier que seul le budget de la défense augmenterait. Interrogé ce matin sur BFM, il a également avancé la possibilité de réduire les vacances de la Toussaint d'une semaine. On écoute un extrait de son intervention. Si vous prenez par exemple le cas des vacances de la Toussaint, qui depuis quelques années durent 2 semaines, personnellement, ça m'a toujours semblé un peu long, d'autant plus que j'ai constaté que c'était un facteur de décrochage pour certains élèves au cours du premier trimestre. Et entre janvier et les vacances de février, entre la rentrée de Noël et les vacances de février, il n'y a parfois que 5 semaines de classe. Parfois, mais donc Jean-Michel Blanquer, donc c'est 5 semaines. Vous voyez que je ne vais pas arriver avec du haut de mon chapeau, c'est comme ceci, c'est comme cela. Mais vous ouvrirez la concertation, vous ouvrirez le dossier. C'est un sujet, encore une fois, que j'ouvrirai de manière plus large. Quand est-ce que vous allez l'ouvrir? Je vais le faire au cours des prochains temps. Et c'est quoi les prochains temps? Vous avez une notion du temps quand même. Dans les 2 mois qui viennent, ce sera fait. Dans les 2 mois qui viennent, vous ouvrez ce dossier? Oui, bien sûr. Mais ouvrir, c'est pas fermer. Non, mais on est bien d'accord. Vous ouvrez le débat autour de la durée des vacances. Autour du temps et de l'espace de l'enfant au XXIe siècle. Et puis retour en Guadeloupe où 3 écoles saccagées en moins d'une semaine à la ville des Abîmes ont été constatées. Hasard ou acte délibéré contre la municipalité. Pour le maire Éric Jalton, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien là d'une tentative de sabotage. Et vous, qu'en pensez-vous? Karen Diamin vous a posé la question. On écoute vos réponses. Je pense que c'est très grave et il faudrait peut-être qu'on essaye tous, je dis tout le monde, on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'éradiquer. On ne pourra jamais le éradiquer, franchement et honnêtement, mais il y a des choses à faire. Moi, je pense que si chacun, parents, amis, enfants même, disent qu'ils ont des devoirs, mais il faut aussi qu'ils sachent qu'ils ont des droits et des devoirs. Donc moi, chaque parent, je dirais qu'il faudrait peut-être essayer de reprendre la main. Je dis que c'est un peu l'éducation et le ras-le-bol un petit peu partout. Et ceux qui font ces actes, c'est qu'ils sont pas... Ils n'ont pas la valeur des choses. Et il n'y a plus de respect. Donc, faute de trouver quelqu'un à qui se défouler ou les responsables, où ils pensent, les gens où ils pensent être responsables, ben, ils se défoulent sur l'éducation, qui est l'école, et la loi, les postes de police. Je pense que c'est pas bien, parce que c'est quand même nous les citoyens qui payons des impôts, donc qui vont... Et nos enfants, la rentrée scolaire arrive bientôt et c'est pas sérieux, c'est pas normal. Enfin, pour l'école, je suis vraiment outrée parce que ce sont des enfants qui vont bientôt rentrer à l'école. Franchement, ils ont vraiment rien dans la tête. C'est pas bien du tout de faire ça. Mais non, parce que là, on prive les enfants et en plus la police, c'est insécurité pour nous. C'est pas bien du tout. Et puis sachez que la ville des Abîmes a investi, s'est engagée pour 650 000 € de budget pour que les établissements soient fin prêts pour le jour J, c'est-à-dire le 4 septembre prochain. Et on poursuit ce journal avec cette mauvaise nouvelle. Un homme de 45 ans est mort ce matin après avoir été encorné par un bœuf à Blanchette, Mornalo. Malgré une rapide intervention des services de secours, il n'a pas survécu à ses blessures. L'animal s'étant acharné sur lui selon nos informations. Près de 7 accidents de ce type se produisent chaque année en Guadeloupe. Les sapeurs-pompiers appellent les propriétaires d'ailleurs de bovins à une plus grande prudence avec ces animaux qui peuvent avoir des réactions imprévisibles.
L'inquiétude continue de grandir concernant le gel des contrats aidés dans l'éducation nationale annoncé par le gouvernement. Ce système qui consiste à faire subventionner les contrats par le gouvernement est largement utilisé par les collectivités locales sans apporter, selon justement le gouvernement, les bénéfices escomptés. Pourtant, la communauté éducative l'estime indispensable. En quoi ces contrats aidés sont-ils nécessaires tant dans le privé que dans le public? Karen Diamin s'est rendue à Pôle emploi pour tenter d'en savoir plus. On regarde son reportage. Au premier semestre 2017, 1094 CAE et 630 CIE ont été octroyés par le Pôle emploi. Alors un contrat aidé, c'est un contrat qui permet d'avoir une aide pour l'entreprise. Alors deux types de contrats aidés, les CAE qui sont pour les collectivités et les associations et les CIE, contrats initiative emploi, qui sont pour les entreprises privées. Le contrat aidé existe depuis longtemps. Après, il varie en fonction des publics prioritaires, puisque chaque année, il y a une note préfectorale tous les 6 mois, une note préfectorale qui définit les publics prioritaires, puisque ça rentre dans le service public de l'emploi et dans la mise en œuvre par le préfet de ce point-là. Si le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s'établit à 56 420, les contrats aidés permettent, avec leurs nombreux critères, de réguler le nombre de jeunes de moins de 26 ans au chômage. Il y a plusieurs types de critères, notamment la durée de chômage. Par exemple, l'âge aussi, ça peut être aussi en fonction des actions spécifiques. Donc ça tourne surtout autour de la situation. Après, notamment aussi des zones prioritaires qui peuvent être les zones prioritaires de la ville, etc. Donc plusieurs types de possibilités. Il faut bien voir que le contrat aidé, c'est un contrat d'insertion, c'est-à-dire permettre aux demandeurs d'emploi de se réinsérer. Voilà. Après, pour autant, aujourd'hui, on le voit, et dans le cadre du pacte pour l'emploi des jeunes, quand une entreprise a un besoin, l'entreprise recrute, donc il faut avoir ça aussi en tête. Pourtant, depuis plusieurs semaines, le gouvernement cible les emplois aidés qui, selon lui, ne seraient pas suffisamment efficaces pour lutter contre le chômage. Si le Pôle emploi ne remet pas en question cette mesure, l'institution évoque une multitude d'autres solutions pour pallier le chômage. Aujourd'hui, nous, à Pôle emploi, on utilise un ensemble de systèmes d'aide ou de formation. Enfin, vous avez entendu parler du plan 500 000 pour les formations. On a aussi des aides au permis. Enfin, on a une multitude d'aides à Pôle emploi. Le travail des agents de Pôle emploi, c'est d'utiliser au mieux tous ces systèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a un nouveau gouvernement, il y a des nouvelles mesures. Nous, aujourd'hui, on met en œuvre ces mesures. D'accord ? On n'a ni à statuer sur ces mesures, ni à les commenter. L'objectif, c'est utiliser au mieux toutes ces mesures pour répondre aux besoins et pour trouver des solutions pour les demandeurs d'emploi. Donc le contrat aidé en est une, mais il y a la FPR, par exemple, qui est l'allocation de formation préalable à l'emploi, qui permet aussi à un demandeur d'emploi de travailler, de commencer à travailler tout en étant indemnisé en formation. Une séance de travail s'est tenue à huis clos cet après-midi entre le directeur du Pôle emploi et les députés guadeloupéens. Objectif, anticiper les conséquences de cette nouvelle mesure. Et la ville de Saint-Claude a lancé un beau programme intitulé « Fleurir la ville, c'est fleurir la vie ». Les plantations vont bon train. Une partie de la jeunesse a même été engagée pour cette noble cause. Mais à la section de Caféière, les habitants sont mécontents car envahis par les hautes herbes. On regarde le reportage de Jacques Canval-Particurie et de Moïse Dexter. Fleurir la ville, c'est fleurir la vie. Tel est le slogan qui a été mis en avant lors de la fête patronale de Saint-Claude. La commune a recruté des jeunes en contrat aidé pour mener à bien cette noble tâche. Mais ne voilà-t-il pas que ceux qui n'ont pas vu fleurir leur quartier grincent quelque peu des dents entre deux haies de glycérine sauvage. Hier, c'était la fête de Saint-Claude et là, justement, le thème même, c'était fleurir sa ville. D'accord ? Bon, j'étais là, je me rends compte qu'effectivement, il y a un bon travail qui a été fait, l'organisation de la fête, mais il serait souhaitable aussi que dans les quartiers, que les jeunes, les gens, si on les employait justement à nettoyer un petit peu, ça aurait été une manière de contribuer aussi au fleurissement de la ville par cette action. Zebra n'ont pas fait assez souvent. Mais ce n'est pas que de nous laisser, ils n'ont pas fait souvent, assez souvent. Mais ça a fait quand même. Il a fait quand même. Et puis, nous, en période à la pluie, excusez, pour voir devant l'appartement, nous avons fait nous-mêmes. Puisque nous ne pouvons pas rester en zèbre là, en bas là, regardez. Mais c'est comment c'est fait taille. En bas là, il n'y a pas fait.
Tous les habitants ne sont pas à l'unisson, estiment que le tout de leur quartier viendra car le maire est une bonne âme. Je ne peux pas me plaindre parce que je vois, bon, à partir du moment où tout est bien fait, bon, je ne vois pas le truc, le maire il est assez sympa, il fait son boulot. Gouvernement, peut-être c'est les autres qui ne le font pas. Quoi. Mais lui il ne peut pas passer derrière tout le monde, quoi. Voilà le problème. Quoi. Pour l'instant, avec les fêtes, il y a pas mal d'endroits qui ont fait des lagages nettoyés, mais un café, on va dire que c'est délaissé. Il y a eu un manque. Mais c'est pas délaissé. À Caféière, où l'on aurait préféré soutenir la comparaison avec le quartier de Ducharmois, on se console en se disant que le programme de fleurissement, qui doit durer 3 ans, finira par arriver. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous remonterons dans l'histoire pour comprendre le rôle joué par la charrette dans l'archipel. Et puis nous irons à la rencontre de ces Guadeloupéens bien décidés à profiter des derniers jours de vacances. Mais avant, direction la Martinique, où la liste des braquages ne cesse de s'allonger. 12 depuis le début du mois d'août. Le dernier en date s'est produit ce week-end à Lamentin. Un syndicat de police réclame plus de moyens. Du côté de la population, les réactions divergent entre indifférence et inquiétude. Reportage Loïc Régis. Une infirmière violemment blessée hier soir au Lamentin. Une mère de famille et sa fille attaquées. De nouvelles agressions qui s'ajoutent à une liste déjà importante. Depuis le mois de juillet, plusieurs braquages ont été commis dans la zone urbaine, de quoi inquiéter la population. Mais bien sûr, la sécurité de mise. Bon, par exemple, ne pas trop traîner dans les rues, trop tard le soir, faire très attention là où on s'arrête. Ah oui, même les autostoppeurs, on a peur de les prendre en stop puisqu'on ne sait pas non plus si on peut se faire agresser ou pas. N'importe qui peut aller, braquer, faire ce qu'ils veulent en fait, alors qu'il y a normalement la police pour ça, ou la caméra de surveillance qui a soi-disant certains endroits et que personne ne réagit en fait. Il y a de quoi s'inquiéter et puis on se pose beaucoup de questions. Parce que là, en ce moment-là, on ne sait pas quoi faire avec ces jeunes-là, avec cette nouvelle violence qui arrive. Les services de police sont sur plusieurs fronts et les enquêtes avancent, nous dit-on. 99% des enquêtes en Martinique aboutissent. Et là où nous avons affaire avec des Saint-Luciens, je pense qu'eux, ils savent que nous savons. Et même la police de Saint-Lucie est au courant. Donc tout le monde est au courant. C'est un petit jeu qui va se terminer assez rapidement, je pense. Puisque l'identification est en cours pour certains et c'est effectué pour d'autres. Donc je pense qu'à mon avis, ça va aller très vite. Et concernant les autres braquages de ces derniers temps, il ne faut pas mettre tout sous les dos des Saint-Luciens. Il faut qu'on arrête aussi. Il y a des Martiniquais qui ont fait des braquages, des derniers sous le Lamentin. Je mets en doute que ce soit des Saint-Luciens. Les investigations restent compliquées. Autre obstacle de taille selon ce policier, les réseaux sociaux. Une enquête, c'est de longue haleine et il nous faut des preuves. Et les preuves, c'est vous, la population, qui devez l'emmener. Au lieu de le mettre sous le net, ne faites pas ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous mettez en danger d'autres personnes ainsi que les policiers et les gendarmes. Une série d'attaques à main armée qui préoccupe les services de l'État. Le préfet a ordonné le renforcement des contrôles. La série de braquages qui ont eu lieu il y a environ 15 jours, puisqu'on en a eu 9 vols à main armée. Vous avez vu que j'ai mobilisé immédiatement les forces de police et de gendarmerie et des douanes pour montrer qu'on occupe le terrain. Il y a un travail plus discret d'enquête aussi sous l'autorité du procureur de la République qui est conduit. Et vraiment, il y a une vraie mobilisation pour trouver les auteurs de ces vols à main armée. Les enquêtes sont en cours pour neutraliser les malfaiteurs et les placer sous les verrous. La justice affirme tout mettre en œuvre pour calmer un sentiment d'insécurité bien présent avec ces braquages en série. Il revient tout juste du Festival des Arts Créatifs de la Caraïbe qui s'est tenu à la Barbade. Le champion du monde de body painting 2017, Stick, artiste bien de chez nous, est notre invité ce soir. Stick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Nous savons que vous êtes très sollicité en ce moment, connu jusqu'ici dans le milieu artistique. Vous avez été révélé au grand public avec ce titre de champion du monde en poche en catégorie de body painting 2017 en catégorie airbrush, remporté à la fin du mois de juillet en Autriche. Plus récemment, vous avez participé au Carifesta à la Barbade avec le soutien de la région Guadeloupe. Comment vivez-vous cette mise en lumière peut-être soudaine pour vous? Alors, j'avoue que c'est très soudain et que j'ai pas encore eu le temps de vraiment respirer, puisque depuis que je suis rentré, j'ai enchaîné, le lendemain de mon retour, j'ai enchaîné avec le Carifesta à la Barbade. Je viens tout juste de rentrer et il n'y a pas eu une journée sans interview. Donc effectivement, pour l'instant, je ne sais pas vraiment. J'essaie juste de garder les pieds sur terre parce que ça peut vite monter effectivement. Après, si ça permet de mettre mon art en avant, ou en tout cas mes arts, puisque je suis aussi bien graffeur que body painter, donc si ça permet de parler des disciplines, de les mettre en avant, de les faire connaître, c'est tout aussi bien de les faire connaître sur le plan régional, en Guadeloupe, mais aussi national et international. Donc je prends, j'espère juste que les répercussions seront bonnes et que
voilà que le positif. Avant d'évoquer les répercussions concernant la discipline, le graphe en Guadeloupe, parlons de stick. Comment avez-vous réussi à faire la différence pour champion du monde? Alors, c'est une bonne question. Il faudrait demander aux membres du jury. Après, je pense que c'est beaucoup de travail. J'ai mis quand même 7 ans pour... Enfin, ça fait 7 ans que j'ai commencé le body painting, et j'ai mis 7 ans pour réussir à avoir le titre, parce que dès ma première année, j'ai participé dès la première année où j'ai commencé le body painting, j'ai participé au championnat du monde. Donc, c'est beaucoup de travail, de réflexion, beaucoup de sacrifices, mais surtout... Vous êtes arrivé 3e l'an passé. Voilà, 3e l'an passé. Donc, je m'étais même dit que c'est tout ce qu'on pouvait me donner. Je méritais pas mieux. Enfin... C'est surtout aussi, on vit en Guadeloupe, on est sur une petite île, on se dit pourquoi moi? Moi, je me suis dit ça, pourquoi moi? J'ai eu ma 3e place, je suis monté sur le podium, c'est bon, vas-y, sois content. Et en fait, voilà, j'ai changé des choses dans ma tête. Je me suis dit, mais non, en fait, pourquoi pas moi, justement? Et donc, j'ai commencé à voir les choses différemment, à me dire que c'était possible. Déjà, c'est un grand pas. Et puis, travailler, franchement, on le dit souvent, il n'y a que le travail qui paye, mais c'est la vérité. C'est travailler, faire des concessions. Si on a comme objectif de faire 1 ou 2 dessins par jour, essayer d'en faire 4. Parce que c'est en travaillant qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et puis, essayer de prendre en compte, là, pour cette compétition, les critères de jugement. Prendre en compte aussi le fait que ce sont des personnes qui jugent notre travail, donc essayer d'apprendre à les connaître, essayer de savoir qui c'est, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, assembler tout ça, donner le meilleur de soi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon objectif, c'était pas de gagner, c'était de tout donner et d'être content une fois que le temps sera écoulé et de me dire de toute façon, je pouvais pas faire mieux et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, c'est ce que je me suis dit à la fin de chaque body painting et ça a payé. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le secret, mais en tout cas, voilà, ça a marché. La confiance en soi. Oui, beaucoup. Ouais. Il faut essayer de ne pas avoir un excès de confiance parce que ça peut vite, je pense, tomber dans l'inverse. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé. Et voilà, ne pas trop se poser de questions, y aller, se faire confiance. On sait qu'on sait faire un trait droit, on sait qu'on sait faire un dégradé, on sait qu'on connaît les couleurs, donc on y va. D'autres ont essayé avant vous. Hein, le graphe n'est pas nouveau en Guadeloupe. La discipline date d'ailleurs de la fin des années 80, avec des précurseurs qui ont finalement décidé de quitter la Guadeloupe pour essayer d'exister ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à vivre de votre passion? Alors moi, j'ai la chance justement d'avoir plusieurs casquettes, la casquette de graffeur, la casquette de body painter. Je fais aussi en tant que graffeur et body painter des toiles. Donc ces 3 disciplines me permettent aujourd'hui d'en vivre, d'avoir la chance d'en vivre. Mais pendant de nombreuses années, je survivais grâce à mon art. Maintenant, j'en vis. Pas encore assez à mon goût, donc je continue de travailler pour ça. Après, voilà, le graffiti, pour parler du graffiti, se démocratise avec le nom street art qui regroupe toutes les familles d'art de rue. À la base, c'est quand même quelque chose d'illégal qui maintenant est mis en lumière et qui devient un vrai business. Et qui était plutôt décrié. Hein. Et qui était tout à fait très décrié. Les gens n'appréciaient pas le graffiti. Aujourd'hui, oui, parce que ça se vend parfois même très très cher. Donc voilà, c'est essayer de surfer sur cette vague et l'utiliser et en même temps remercier tous ceux qui nous ont permis d'être là. Vous parlez des précurseurs tout à l'heure. Sans eux, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne pourrais pas en vivre. Donc voilà. Pour moi, le graffiti aujourd'hui, c'est un peu un contraste à lui seul puisqu'il reste illégal. Ça n'a pas été légalisé. Et pourtant beaucoup de gens... Et d'ailleurs exposé dans les plus grands musées du monde. Mais c'est ce qui me plaît. Je pense que si ça venait à changer, peut-être que j'arrêterais ou en tout cas, ça serait beaucoup moins intéressant. Comment avez-vous l'intention justement d'utiliser cette nouvelle notoriété pour vous et pour la discipline en Guadeloupe? Alors déjà, je vais voir ce que tout ça m'apporte, ce que ce joli trophée m'apporte et je vais voir. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si ça me permet en tout cas de montrer mes disciplines et de montrer mon travail, moi je peins pour m'exprimer, j'essaie de faire passer des messages dans ce que je dis, dans ce que je peins. Et moi, la peinture, ce sont mes mots. Donc voilà, si ça me permet de m'exprimer, de faire découvrir aussi bien le graffiti que le body painting aux Guadeloupéens avant tout, j'en suis très fier, j'en suis très heureux. Et maintenant, quand je suis à l'étranger en tant qu'artiste guadeloupéen, que ce soit pour le graffiti, pour une exposition ou pour du body painting, ça me permet aussi de faire connaître la Guadeloupe parce que malheureusement, la Guadeloupe n'est pas très connue dans le reste du monde. Donc ça me permet de montrer aux gens voilà, qu'on existe. On est peut-être tout petit comme ça sur le planisphère, mais en tout cas on existe et on sait faire des choses en Guadeloupe. Je ne parle pas forcément de l'art plastique, je parle de tout, hein, la danse, le chant, énormément de choses. Donc voilà, c'est ma petite contribution. Ce n'est pas ma mission, mais en tout cas je pense qu'en tant qu'artiste, on est censé avoir
devoir faire des choses, moi voilà, c'est m'exprimer, faire passer des messages et si possible, faire connaître la Guadeloupe. La plupart des artistes graffeurs ont été formés à l'école de la rue, ça a été votre cas? Tout à fait, oui. Moi, je viens de la rue, je suis artiste autodidacte, j'ai appris dans la rue. Je continue de peindre dans la rue parce que je pense que en tant que graffeur, même si plus ça va, plus on finit dans des galeries, plus on doit travailler dans son atelier pour produire des œuvres, ou on finit sur des festivals à peindre des murs, donc en toute légalité, il n'y a rien de mieux et il n'y a rien de meilleur que d'être sur un mur dans la rue qu'on a choisi la veille. On se pose, on peint et c'est tout avec son matériel. Est-ce voilà. qu'il faut, selon vous, aujourd'hui, professionnaliser la discipline? Alors, je pense que ça, c'est ce que chaque personne souhaite faire. En tout cas, moi, j'ai décidé d'en vivre. Artiste, c'est mon métier. Donc aujourd'hui, j'ai cherché à le professionnaliser. Maintenant, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Après, est-ce qu'il faut absolument professionnaliser cette discipline de manière générale? Non, Créer des centres de formation, tout simplement, des débouchés pour les jeunes? Alors, c'est bien de faire connaître. En ce moment, je travaille avec la Fondation Fort, l'association Tout est possible et l'école de la deuxième chance pour une préqualification à l'art urbain. Donc, on travaille avec des jeunes et on leur apprend, avec un autre artiste de Guadeloupe, on leur apprend à manier la bombe, on leur apprend tout le processus professionnel et aussi notre vie en tant que professionnel par rapport à ce milieu. Donc, c'est bien que ceci existe parce que, en même temps, moi en tout cas, je leur parle des valeurs du graffiti. Et l'une des plus grosses valeurs dans le graffiti, en dehors de la légitimité du milieu, c'est-à-dire qu'il faut peindre pour être connu et respecté, c'est le respect. On se respecte tous entre nous parce qu'on a posé tant de peintures, on a fait tant de choses. Donc, et je pense que le respect aujourd'hui, c'est ce qui nous manque de manière générale dans le monde. Donc, même si c'est une discipline illégale, il y a de bonnes valeurs à transmettre. Donc, c'est une bonne chose que ce genre de formation existe, ça nous permet de transmettre ce genre de valeurs. Après, moi je leur dis aux jeunes, je leur dis là on vous apprend les techniques, nous on n'a pas eu ça, ok certes, mais par contre si vous voulez avoir un nom, il va falloir aller peindre dans la rue. Merci Stick d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Est-ce que vous êtes friand des balades en charrette? Pourquoi pas, j'en ai jamais fait, mais pourquoi pas, en tout cas c'est bien de chez nous. En tout cas, la charrette a joué un rôle essentiel dans l'histoire du développement économique et social de notre archipel. On regarde cette évolution retracée par Isabelle Hameau et Patrick Curie. C'était au mois de mars dernier. On regarde la rediffusion. Avec plaisir. Tommy Novare est un passionné de la charrette. Une passion que lui a été transmise par ses aînés. Et pour améliorer l'outil, il a créé plusieurs variantes permettant de retracer son évolution. Donc tu as déjà la charrette en bois. Elle se basculait au pas, donc en grande terre, elle se basculait plus parce qu'on n'avait pas les mêmes contraintes qu'en basse terre. Ensuite, donc, elle avait une bascule en grande terre. Après, au XXe siècle, tu as la charrette Michelin qui arrive avec l'automobile. Donc nous, à Saint-François, à Bois-de-Vipard, on a commencé à développer un type d'outils avec cette charrette-là, donc les charrettes pour transporter les personnes en fait. Donc en 2012, on décide de la mettre accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est pour ça que tu vas voir, on a des charrettes avec des escaliers incorporés. On a aussi voulu faire une charrette sportive. Donc c'est pour ça qu'on va venir une forme de char roumain, mais avec le siège de sulky. Donc sulky, c'est les courses de chevaux. Et ensuite, on a fait cette charrette-là évoluer. Donc comme on avait un angle à l'arrière qui était assez dangereux pour les personnes, donc on a cassé cet angle-là et on s'est rendu compte qu'on se retrouve sous une forme de bateau. Donc l'arrière du bateau. Comme on voulait un toit, parce que justement on a des contraintes, les gens justement se peignaient du soleil. Donc on a aussi mis un toit amovible. Des charrettes devenues beaucoup plus grandes, comme cette limousine, et faciles d'accès. Les formes ont aussi été revisitées. Donc on a voulu faire évoluer la forme. On a aussi adapté à la charge qu'on transportait. Donc c'est pour ça qu'on puisse essayer. Donc dernier là, prend 20 mounes. Donc le carrosse qui est derrière moi. Tu as la limousine qui prend jusqu'à 18 personnes. Et sinon, la charrette classique en bois, elle prend en moyenne 10 personnes. Donc c'est pour voir que nous, il nous fallait plus de capacité avec toujours 2 bœufs. Donc nous, il fallait absolument faire des attelage avec 4 bœufs, c'est en l'usine à gaz. Donc du coup, nous toujours caler ici des bœufs et plus de personnes à transporter. Voilà. Et pour un meilleur déplacement, les charrettes sont adaptées à l'environnement. Tu as les charrettes avec les roulages. Donc c'est plus pour les excursions sur le littoral. Tu as la charrette par exemple traditionnelle en bois. Nous c'est plus pour traverser les ravines. Donc c'est plus à l'intérieur des bois. Tu as la limousine et le carrosse. Ça c'est des charrettes urbaines. C'est des charrettes pour nous rouler en ville. Donc
il n'y a pas qu'à prendre certaines contraintes, qu'on dernier là, carrosse là, ou puis aller dans certains engagés en bois là. Parce qu'on a des pièces de fonctionnement qui fragiles. Une évolution de la charrette permettant des excursions qui séduisent les touristes et les locaux, de quoi mieux découvrir ou redécouvrir notre patrimoine. Et les activités ne manquent pas pour profiter des derniers jours avant la rentrée scolaire. Patrick Curie et Moïse Dexter sont allés à la rencontre de ces épicuriens du côté de la Basse-Terre. Là, on est venu en famille, passer la journée de manière clôturée tranquillement. Et il reste encore une semaine, donc on va essayer de profiter au maximum pour pouvoir reprendre les choses correctement. Il y a le beau temps et pourvu que ça dure. Et que de belles choses. Une eau turquoise, très bleue, c'est magnifique. Nous qui venons de Kourou, de la Guyane, ça nous change beaucoup. C'est beaucoup de plages, sorties, pas tout, mais je veux dire pas mal de choses qui étaient organisées pour les vacanciers. Et bon voilà, c'est ça. Et là, la rivière, je ne l'avais pas fait depuis. Ça faisait un moment. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je ne sais plus. Les trois chutes, du Carbet, l'îlet Gosier. Là, on va aux chutes aux écrevisses. Et voilà. La rentrée scolaire. Et puis après, nettoyer la maison. Je profite de la mer, de la rivière. Un peu de tout. J'ai eu 2 mois de vacances. Oui, ça se déroule. Ça se passe très bien. On est parti en métropole 3 semaines. Et on est revenu depuis 2 semaines et tout se passe bien. Nous sommes venus à Bois-David. Aujourd'hui, on voulait aller à Corosol, mais malheureusement, il n'y avait pas de place pour se garer. Donc nous sommes rabattus à nouveau sur Bois-David. Mais sinon, nous allons, comme nous habitons à Capesterre, nous allons à la plage de Roseau, une très belle plage qui a été vraiment aménagée. Et ensuite, Saint-François, les autres communes. Ça déroule très bien. Elles ne sont encore pas terminées. De toute façon, on part que vendredi. Donc voilà, on est heureux, content. La rentrée, pour moi, c'est vendredi. Alors je profite au maximum. C'est de profiter des derniers moments. Il reste plus beaucoup de jours. Hein. Donc oui, non, ça se passe bien. On essaie de profiter au maximum, puisqu'on sait que ça va s'arrêter bientôt. Et de l'autre côté de l'archipel, en Grande Terre, on retrouve cette même volonté de profiter pleinement de ces derniers jours. Reportage Yvan Lemar. Il me reste 4-5 jours. Je reprends le travail vendredi. Je profite de ma journée à la plage avec la petite famille. On va faire la mer aujourd'hui. Et puis encore, parce qu'on a voyagé aussi durant les vacances. Puis on profite de son pays, tout simplement. Profiter aussi de bien me médier à la mer et avec ma famille. Et voilà quoi. Je pense que c'est la dernière grosse journée que je m'autorise aujourd'hui. Je reprends vendredi, donc à partir des jours à suivre, ça va être malheureusement, c'est triste à dire, du repos. Du repos, beaucoup de repos. Pour les derniers jours de vacances, là, un bon bain de mer. Et demain, on va à la Soufrière pour s'oxygéner, afin d'attaquer la rentrée zen. Tout simplement. Là, avec une bonne salade de morue, avec du pain, un petit rhum vieux. Et puis demain, la Soufrière, on va s'oxygéner. On va enlever les toxines. On va enlever les toxines afin d'attaquer la rentrée tranquillement. Rien de particulier, c'est encore une belle journée plages avec le beau soleil, des amis. Voilà. On a encore quelques jours devant nous. On a prévu de la mer. On vient de la France métropolitaine. Et voilà, on a prévu que de nager. Ma femme veut bronzer. Voilà. Et manger des fruits locaux et boire du jus local. Et voilà, on a prévu de faire ça. On va profiter un max de la plage, en famille, tout ça, et la plage, rien que la plage, mon ami. Profiter de la plage, de nos amis, voilà, rien de spécial quoi. Moi, aller à la plage, regarder des films, manger, et voilà, c'est tout. Et peut-être faire un bowling avant la rentrée, si possible. Ça serait bien. On a prévu d'aller du côté de Sainte-Anne, du côté de Basse-Terre, faire encore des petits tours à Sainte-Anne, du côté de la Caravelle, du côté des plages, c'est celle-ci. Et puis après, on sera parti déjà vendredi, donc ça sera déjà des belles journées de rempli. Petit tour à la plage, et puis finir les valises. Voilà. Profiter des derniers moments. C'est dur ? Ouais, un petit peu quand même. Mais bon... On reviendra. J'ai prévu de bien m'amuser, de rester chez mamie. Et en tout cas, je me suis bien amusée pendant les vacances.
Et sinon, j'avais bien profité de la mer, comme c'est mes derniers jours. Sinon, on reprend l'école, alors il faut bien profiter. Et elle a bien raison, et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. C'est le planning de tour du SIAG, les tours d'eau proposés de 24 heures de midi à midi. Demain aura lieu dans la zone de Goyave, qui concernera justement le réservoir de Duto. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain de 8h30 à 13h aux galeries de Welbourg à Jarry, Bemao. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 28 août. Les vacances de la Toussaint pourraient bien être réduites à une semaine. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a évoqué. Il a également annoncé une augmentation du budget alloué à l'éducation nationale. L'école déstabilisée par l'arrêt des contrats aidés, des milliers de postes sont menacés sur l'ensemble du territoire national. Karine Diamas s'est rendue aujourd'hui à Pôle emploi pour tenter de comprendre en quoi ces contrats aidés sont nécessaires, tant dans le privé que dans le public. Et puis à Saint-Claude, les habitants de Caféières s'interrogent. Certains regrettent que leur quartier ait été laissé à l'abandon dans le cadre de l'opération de fleurissement décidée par la municipalité. Et enfin, nous l'avons vu, virer à la plage, dernière trempette à la rivière. Nous sommes entrés dans la dernière semaine des grandes vacances. La vie professionnelle reprendra tous ses droits la semaine prochaine. En attendant, beaucoup d'entre vous profitent de ces derniers jours pleinement. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver après ce temps de repos des grandes vacances. On se retrouve demain à 18h40.